Bonjour tout le monde. Alors, comme Rebonjour. ça, aussi bien pour ceux qui suivent le webinaire dans Zoom. Donc, il y a un public dans notre webinaire Zoom et le reste du public qui est sur Facebook. Je vais sur Facebook noter en commentaire, comme premier commentaire, un lien parce que nous proposons différentes formations chez Code and Play pour les enseignants du primaire, des formations à l'éducation au numérique. Et je vais vous mettre le lien, comme ça, si ça vous intéresse, on va expliquer un petit peu plus de quoi il s'agit par la suite. Mais comme ça, je mets directement le lien maintenant. Et alors, vous pouvez vous inscrire pour recevoir des infos concernant les formations. Voilà, c'est une newsletter qui vous donnera des informations uniquement là-dessus. Du coup, pendant que je fais ça, je proposais donc aux deux personnes qui m'accompagnent aujourd'hui pour ce sujet, pour ce live donc webinaire, les tablettes versus les ordinateurs dans ma classe. Et donc, il y a Dimitri et Iman. Je vais vous laisser vous présenter. Dimitri, peut-être tu peux commencer. Ouais, donc bonjour tout le monde. Donc moi c'est Dimitri. Donc voilà, je suis ingénieur civil de formation et depuis 2 ans, j'ai rejoint Code and Play pour co-développer justement cette ASBL, donc qui a pour but d'aider les écoles à proposer de l'éducation numérique. Et voilà, et aujourd'hui j'essaierai de vous partager un peu notre vision sur ce fameux débat tablette versus ordinateur, que choisir pour sa classe. Voilà, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. À toi, Ayman. Alors, bonjour à tous, moi c'est Iman, je suis instite primaire ici depuis cette année et j'ai aussi rejoint Code and Play depuis le mois d'août où je fais un petit peu de transposition didactique sur les cours qui sont préparés donc par nos super ingénieurs. Voilà pour moi. Et c'est vrai que je ne me suis pas présentée aussi. Donc, moi, c'est Laura de Code and Play aussi. Je coordonne toutes les activités qu'on met en place pour qu'elles se passent au mieux et qu'on puisse les développer pour toucher davantage d'écoles, davantage d'enseignants. Et donc, ici, aujourd'hui, je suis plus là pour animer donc, ce live et interagir. Donc, en bas, que ce soit en commentaire sur Facebook ou dans le webinaire, vous avez donc l'occasion de poser des questions. N'hésitez pas, posez-les. Et de temps en temps, moi, je serai attentive aux questions que vous posez pour les renvoyer auprès de nos deux intervenants d'aujourd'hui. Voilà. Et d'ailleurs, probablement un troisième qui va nous rejoindre en cours de live peut-être, donc Philippe Caïfas, qui est responsable informatique dans une école du secondaire et qui du coup pourra un peu donner sa vision aussi pour le secondaire, vu que nous, de base, on est plus orienté primaire. Mais voilà, aujourd'hui, ce sera un sujet un peu qui traite des deux classes d'âge. Oui, et puis même si lui a plus une expérience secondaire, je pense que c'est intéressant d'avoir. Ça peut être appliqué aussi. Voilà, vous avez droit à un invité surprise alors pour aujourd'hui aussi. Oups, il était surprise. Non, il est surprise de maintenant. Maintenant, voilà, ouais. La surprise est révélée. Parfait. Ok, alors je vais vite. Donc je vérifie ici dans la conversation. Voilà, bonjour à ceux qui. Et donc je mets le lien dans la conversation du webinaire Zoom également, le lien pour s'inscrire. Pour avoir plus d'infos sur nos formations. Alors, peut-être en gros, avant de lancer le vif du sujet, donc ceux qui ne connaissent peut-être pas Code and Play, donc nous, on intervient dans les écoles primaires, principalement, voilà, tu peux déjà partager, comme ça on a un support visuel pour tout ça. Donc nous, ce qu'on fait, notre objectif, c'est vraiment l'éducation au numérique. Donc, comme on peut voir en bas, on veut éduquer au numérique, donc au numérique, nous au sens large, et donc pas spécialement par le numérique, où l'idée est d'utiliser des outils numériques, comme ici, dont on va parler aujourd'hui, la tablette, l'ordinateur. Nous, l'idée, c'est même plus loin, c'est d'éduquer à la pensée numérique, à la pensée informatique, donc au code, à la programmation, etc. Parce que, voilà, pour nous, pour que les enfants soient les futurs citoyens de demain, qui soient critiques vers toute cette évolution de la société, mais qui puissent aussi être acteurs et pas uniquement consommateurs du numérique. Pour nous, c'est très important que ces jeunes de demain puissent travailler dans les domaines de l'informatique, par exemple, parce qu'il y a énormément de débouchés, mais aussi tout simplement connaître et comprendre comment ça fonctionne et pour pouvoir utiliser ça au mieux. C'est vraiment très important. Et donc, nous, l'idée, c'est qu'on touche les écoles primaires parce que, selon nous, c'est quand les enfants sont jeunes qu'il y a peut-être moins les stéréotypes qui sont ancrés. On pense aux stéréotypes de genre, par exemple, où on va avoir plus facilement, on pense plus que l'informatique, c'est pour les garçons et pas pour les filles. Et on se rend compte que quand on peut, dès le plus jeune âge, parler informatique, au moins on touche tous les enfants. Et aussi, on pense à la mixité, notamment sociale, où on se dit qu'à l'école, on peut toucher tous les enfants et c'est donc accessible pour tous.
et pas uniquement ceux qui feraient des activités parascolaires ou qui pourraient s'y intéresser parce que leurs parents sont intéressés, etc. Donc, c'est pour ça que pour nous, dès l'école, et notamment l'école primaire, c'est très important. Et alors, pour toucher le plus d'enfants possible, ça nous paraît essentiel de passer par les enseignants. Et surtout pour que ce soit durable aussi, donc d'être dans la formation d'enseignants pour que tout le monde puisse être plus à l'aise avec ce numérique et proposer des activités. Alors, on réfléchit beaucoup aussi à comment faire du numérique avec du matériel simple. Hein. On a toute une série de cours, de canevas de cours, hein, notamment Iman et Dimitri aussi, hein, qui travaillent sur la création de ces cours qu'on peut vous donner clé en main si vous suivez nos formations et que vous pouvez adapter à votre sauce. Et notamment des activités débranchées où on n'a même pas besoin d'outils informatiques pour comprendre comment ça se passe, comment ça fonctionne. Et évidemment, toutes les réflexions sur, c'est quand même plus facile d'enseigner le numérique si on a les outils. Hein, et donc voilà, la question aujourd'hui, le live d'aujourd'hui, il est vraiment là pour ça, c'est de se dire, tiens, avec le budget que j'ai, d'un point de vue pratique, qu'est-ce qui est mieux, quel choix faire entre soit la tablette, soit l'ordinateur. Donc voilà, je vais laisser la parole à Dimitri pour rentrer directement dans ce sujet-là. Et comme je disais, les prochaines formations qu'on va proposer, donc nous on propose en général des formations à la robotique. Donc, on utilise des petits robots Ozobot. Et donc ça, dès septembre, on va recommencer ces formations-là, hein, qu'on a dû un petit peu interrompre ici avec les derniers événements. Mais nous proposons en ligne des formations à Scratch. Donc, c'est un petit logiciel qui permet de comprendre la programmation par bloc. Et donc là, si vous cliquez sur le lien et que vous vous inscrivez, ou que vous regardez sur notre site ou notre page Facebook, il y a les infos pour ces formations. Voilà, je laisse la place à Dimitri pour commencer le sujet et je suis donc attentive à vos questions que je relayerai de temps en temps pour qu'on puisse interagir. C'est aussi le but de ces lives. Voilà. Tout à fait. Merci pour l'intro, Laura. Et comme Laura a dit, n'hésitez pas à interagir, ça fera en sorte que ce ne soit pas un monologue ou un duologue ou un triologue de notre part. Alors donc, aujourd'hui, on voulait un peu poser cette question qui nous revient souvent, évidemment, parce que nous, on va dans les écoles et on a souvent cette question des instituteurs, des directions, qu'est-ce que je dois choisir? Une tablette, un ordinateur portable, on est au XXIe siècle, il faut s'équiper. Donc nous, on a un peu voulu présenter ça sous forme de duel. Maintenant, on va se rendre compte pendant un peu cette petite heure de discussion que ce n'est pas forcément la manière dont on le voit. Donc, est-ce qu'il y a spécialement un outil qui est mieux que l'autre? On n'est pas vraiment sûr, même s'il y a clairement des avantages qui vont se dessiner pendant notre petite présentation. Mais un point qui est important, je pense surtout au niveau de tous les instituteurs et aussi de tous les enseignants, c'est plutôt quel outil choisir, plutôt quel outil pour quel objectif. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'études notamment qui montrent que voilà, il y a d'énormes investissements en matériel qui ont déjà été faits en fait, que ce soit en Belgique ou même dans d'autres pays. Mais souvent, il n'y avait pas cette vision derrière de ce qu'on voulait vraiment faire avec. On achetait du matériel parce que voilà, comme dit, on est en 2020, il faut s'équiper. Et dans un deuxième temps aussi, on n'a pas spécialement formé correctement tout le corps éducatif à les utiliser. Et pour ça, en fait, je voulais un peu commencer cette présentation par vous proposer deux modèles qui vous permettent, en fait, même s'ils sont de prime abord évidemment un peu théoriques, qui vous permettent en fait de voir justement de quelle manière on pourra intégrer ces outils numériques. Et nous, ce qu'on pense chez Code & Play, c'est que si on intègre des outils numériques dans la classe, ce qui peut être bien et ce qui est super bien à différents niveaux, que ce soit pour renforcer l'engagement des élèves, que ce soit pour faire en sorte qu'ils collaborent, pour libérer la créativité, ou tout simplement aussi pour mettre en place une différenciation. Ça vaut la peine, mais il faut savoir les étapes par lesquelles on doit passer. Et donc là, un premier modèle dont j'aimerais bien vous parler, c'est le modèle ASPID. Et celui-ci, en fait, il décrit différents paliers par lesquels n'importe quel instituteur passe quand il intègre du numérique à l'école. Alors, on passe dans un premier temps par une phase d'adoption. Donc ça, c'est quand on intègre au début le matériel. Alors, on va commencer par en fait remplacer des tâches qu'on faisait déjà sans le numérique par une tâche avec le numérique. Je pense par exemple maintenant à des enseignants qui ont intégré le TBI. Mais dans un premier temps, on va dire en fait, on va un peu remplacer le tableau vert par Active Inspire et tout simplement écrire sur le tableau blanc. Ou bien on va projeter une vidéo comme on aurait pu le faire sur une armoire télé. Donc là, on n'est pas encore sur une révolution. Et ce qu'on remarque souvent, en fait, c'est qu'avec cette adoption du matériel, mais il y a un peu une détérioration aussi de la qualité du cours, qui est inhérente en fait, au fait de changer un peu ses habitudes et d'intégrer quelque chose de nouveau. Surtout quand on parle de numérique, il y a parfois un ou deux soucis techniques au début, il faut s'habituer.
Et le message, en fait, de ce modèle, c'est que c'est normal de passer par là. C'est-à-dire que, imaginez qu'en un coup, on va intégrer le numérique et que tout va devenir super facile et qu'on va révolutionner la manière dont on donne cours, ça n'a pas spécialement beaucoup de sens parce que c'est normal de passer par cette phase-là. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'on ne va pas s'arrêter à cette première phase de substitution et d'étérioration. Mais en fait, on va aller vers une deuxième phase qui va être progrès, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire ça mieux que ce qu'on faisait avant. Donc, il y aura un net avantage avec la technologie. Et puis, encore derrière, et je pense que ça doit être ça l'objectif, c'est d'innover, en fait. C'est de faire quelque chose qu'on ne savait pas faire avec le numérique, sans le numérique, pardon, et que maintenant, on peut faire de ces outils. Mais ça prend du temps et ce modèle, en fait, ça donne un peu des étapes. Et je vais vous en reparler plus tard via justement l'autre modèle que je ne vais pas encore trop aborder maintenant. Mais on va vous donner justement des petites pistes pour comment est-ce qu'en pratique, vous pouvez mettre en place ces différentes étapes pour en fait vous construire votre cheminement au niveau des outils numériques. Et je pense vraiment que c'est important d'avoir cette vision par palier et pas de s'imaginer que tout de suite, on va pouvoir, comme je disais, révolutionner la chose. Parce que cette vision-là, le problème, c'est qu'on se frotte aux premiers obstacles et alors on a envie d'abandonner parce qu'on se dit c'est pas du tout ce que je m'étais imaginé. Mais c'est un cheminement qui est totalement normal. Ouais, c'est chouette de pouvoir. Est-ce qu'on peut se dire ça dans la vie de tous les jours quand on, on utilise de la technologie? Ces derniers temps, j'ai eu pas mal de soucis de technologie. Enfin, non, mais j'aime beaucoup cette idée, en tout cas, de pouvoir se dire, il y a des choses qui vont pas fonctionner. Dans un premier temps, ça peut même être pire que mieux, mais de savoir que c'est pas nous qui sommes mauvais en technologie ou que la technologie fonctionne pas, ou bon, ça peut arriver aussi, mais de se dire qu'on peut aller plus loin après et que ça ira mieux encore. Ouais, j'aime beaucoup cette idée. Exactement. C'est tout à fait l'idée. Et alors, les deux modèles ici, le modèle ASPID, donc c'est un peu pour l'instituteur ou pour l'enseignant. Et alors, le modèle que vous allez voir plus tard, c'est vraiment focus sur les élèves et sur quels apprentissages et quelle évolution pédagogique on peut avoir grâce au numérique. Donc, ça, c'est un peu la distinction que vous avez déjà entre les deux. Est-ce qu'il y a déjà des questions, Laura? Alors, non, il y a plusieurs personnes qui nous ont dit bonjour, mais Super, il n'y a pas encore de questions. je Donc, je leur rappelle réponds. peut-être, parce qu'il n'y avait peut-être pas encore tous les participants, en tout cas sur Zoom. Mais donc, quand vous regardez en bas de votre écran, vous pouvez poser des questions par écrit. Vous pouvez toujours lever la main. Là, je dirais, c'est plus si c'est quelque chose de très compliqué à expliquer par écrit ou d'important, si vous voulez vraiment une précision technique. Mais sinon, voilà, moi, je suis là pour regarder et relayer les questions s'il y en a. Dans le petit, voilà, en bas, vous avez écrit questions-réponses, je ne sais pas si vous l'avez en français ou pas. Il y a également conversé, mais questions-réponses, c'est peut-être plus fait pour ça. Et là, on a un petit sondage aussi que je vais lancer d'ailleurs. Magnifique, j'allais te proposer. Voilà. Est-ce que tu sais lancer déjà dès maintenant le petit sondage? Oui, il faudra juste quelques minutes pour écrire les questions. J'aurais pu le faire avant, mais je l'ai fait avant pour Facebook, mais pas ici. Pas soit. Parfait, voilà, je prépare. Alors j'embraye et tu me dis dès que tu es prête pour lancer le sondage. Oui. Parfait. Bon, alors je ne vous ai pas totalement induit en erreur non plus. L'objectif, ce sera quand même de voir... attention, il y a tes écouteurs, ton micro qui a fait un... Ça va mieux? Oui, ça va mieux. Ok. Ça a fait... voilà, c'est bon. Merci de me prévenir. Je disais, je ne vous ai pas complètement induit en erreur non plus. On va quand même essayer de voir au niveau de la tablette et de l'ordinateur portable quels avantages, désavantages on peut avoir pour l'un et l'autre outil. Alors ici, pour la tablette, je trouvais les avantages encore assez clairs, on va dire. Mais déjà, évidemment, pour des enfants, surtout quand on parle du primaire, c'est un outil qui est intuitif, c'est-à-dire qu'il ne faut pas travailler avec un clavier, une souris. Et la plupart des enfants, heureusement, malheureusement, ça c'est un autre débat, sont déjà assez régulièrement sur tablette à la maison. Et donc, ils ont l'habitude d'utiliser ce matériel. Ce qui est confortable, en fait, quand on veut le travailler en classe aussi, ils sont déjà bien avec. Au-delà de ça, il y a des super applications éducatives qui sont développées sur tablette et qui sont vraiment très sympas à utiliser. Et la tablette est un outil mobile qui permet facilement aux élèves de voyager dans la classe, d'aller voir le professeur, de se mettre à plusieurs sur un outil. Donc, c'est vraiment sympa. Et puis, ça ne prend pas beaucoup de place. C'est assez compact. Donc c'est assez utile pour les rangements aussi. Et on peut facilement le passer d'une classe à une autre sans trop de soucis. Dernier avantage que moi je voyais, et de nouveau, n'hésitez pas à vous aussi partager les avantages ou désavantages que vous voyez vous, parce qu'on n'a évidemment pas une vision de tous. Mais c'est qu'au niveau de la tablette, c'est plus facile pour des enfants qui n'ont pas encore appris à lire, dans le sens où il ne faut pas utiliser le clavier, comme je disais. Il y a souvent des choses qui sont mises en place, notamment pour les applications tablettes.
Et donc ça, je pense que c'est peut-être un avantage pour ces âges-là. Juste une question, quelqu'un qui demande, donc je suis enseignante en intégration, quand vous parlez de tablettes, est-ce plutôt iPad ou toutes les tablettes? Comme ça, je peux interrompre, on peut préciser. C'est une excellente question. Donc nous, on a décidé de ne pas trop mettre l'accent sur les différents modèles et les différents systèmes d'exploitation. Donc quand on parlera de tablettes, on parlera de toutes les tablettes, iPad, Android, etc. Donc on ne va pas mettre notre accent sur tel ou tel software ou telle application. On va parler vraiment les tablettes d'un côté et les ordinateurs portables de l'autre. De nouveau, au niveau des ordinateurs portables, il y a des Windows, il y a des Mac, il y a des Chromebooks qui sont au final déjà assez différents aussi. Ça pourrait valoir le coup de faire un live aussi juste pour distinguer les différents types d'ordinateurs portables. Mais ici, c'est vraiment cross-platform. Et donc, je disais au niveau des désavantages de la tablette, et nous, c'est celui qu'on voit qui est le plus grand, c'est que en fait, ça met les enfants, en général, plutôt dans une posture de consommateur que d'une posture d'acteur. Parce qu'en fait, avec une tablette, on a plus de mal à écrire. Alors évidemment, il y a des manières de lier des claviers à des tablettes, mais ça sera d'ailleurs intéressant d'en parler peut-être avec Philippe tantôt s'il sait nous rejoindre. Moi, les expériences que j'en avais, c'est souvent quand on essaye de transformer une tablette en un ordinateur, au final, on a juste un ordinateur un peu moins bien. Et donc, ça ne répond pas spécialement à l'usage, mais voilà, c'est quelque chose qui peut être discuté. Et du coup, vu que les enfants ne peuvent pas vraiment écrire, ils ont moins de capacité de créer. Évidemment, ça vaut pour la programmation que nous, on essaie de mettre en place dans les écoles, même s'il y a moyen de le faire avec une tablette aussi. Mais voilà, c'est une posture, en fait, avec une tablette, on va plutôt utiliser du contenu, alors qu'avec un ordinateur portable, on peut se mettre plus dans une posture de travail, rédiger des documents de manière plus facile, créer des choses. Voilà. Il y a des exceptions aussi, on peut très bien créer une capsule vidéo, ce qui est une super manière de créer, justement, retourner un peu le truc avec des tablettes. On peut le faire aussi avec un ordinateur portable. Et donc voilà, nous, c'est le gros point qu'on voit, c'est que la tablette est peut-être plus un outil ludique pour apprendre différemment et utiliser du contenu, là où l'ordinateur permet quand même de se mettre dans une posture de travail. Et c'est d'ailleurs pas un hasard si dans le monde du travail, il y a des tablettes qui sont utilisées de temps en temps, mais majoritairement quand même, on est encore sur l'ordinateur portable et je pense que c'est pas un courant qui est prêt à s'arrêter de sitôt. Il y a Virginie qui a levé la main. Ouais. Donc voilà, Virginie, je vais vous permettre de parler, comme ça vous pouvez peut-être vous poser votre question. Alors voilà, normalement. Il faut juste voir peut-être pour démuter votre micro. Je pense qu'il va être en muet. Voilà, ou si vous préférez du coup poser votre question par écrit. Mais voilà, donc il faut regarder en bas à gauche. Normalement, vous devez pouvoir cliquer sur votre micro et l'activer. Parce que là, je vois que vous n'êtes pas... voilà, votre micro n'est pas activé. Si c'est plus simple, il n'y a pas de problème de le poser dans le chat non plus. Oui, c'est ça. Continue, on va voir un petit peu si je regarde ici dans la conversation. Dès qu'on a Virginie, on prend la question alors. Mais on va prendre les ordinateurs portables maintenant, faire un peu la même analyse. Alors là, au niveau des avantages, pour rebondir évidemment sur la tablette, ici on a un clavier, donc on peut écrire, on peut rédiger, prendre des notes, que ce soit primaire, secondaire. Évidemment, en primaire, on va prendre moins de notes qu'en secondaire. Donc ça, c'est pour nous un avantage. Alors, deuxième avantage, là, c'est un point qui peut faire sourire, à mon avis, des instituteurs. Les enfants sont peu formés et donc pas habitués. Donc, évidemment, ça va être un obstacle au début, dans le sens où ils ne seront pas très bien utiliser la souris, le clavier, et donc ça va être plus difficile à mettre en place. Maintenant, je pense du coup que c'est un apprentissage qui, pour eux, est plus bénéfique, parce qu'ils apprennent en fait du coup une compétence qu'ils n'avaient pas, et qui, je pense, est quand même utile dans le monde d'aujourd'hui, qui est de savoir utiliser un ordinateur portable, une souris, un clavier, et d'apprendre à manier. Donc ça, je pense, c'est un temps. Alors, au niveau de l'apprentissage de la programmation, c'est évidemment le mieux d'être sur un ordinateur portable, même si, évidemment, il y aura des applications différentes aussi. Et alors, le panel de software, de logiciels, d'applications est très riche aussi pour les ordinateurs portables. C'est parfois différent des tablettes, mais ça, c'est difficile de dire que les applications sont mieux sur un support ou sur l'autre. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire, en fait, avec votre classe. C'est ça l'analyse à faire.
Au niveau des désavantages, c'est un peu moins mobile qu'une tablette. On voyage un peu moins facilement dans la classe, même si ce n'est pas non plus une grosse tour PC. Le temps d'adaptation, du coup, c'est inhérent à ce que j'avais dit du fait qu'il ne soit pas habitué. Il est plus long qu'avec une tablette. Et alors, l'autonomie, parfois, pourrait être un peu plus faible. Et juste aussi, Olivier voilà, je ne sais pas si c'est une question aussi, il propose, mais donc les claviers sur iPad ou le stylet, c'est pas mal. Voilà, en disant que c'est vrai que ça peut peut-être compléter l'outil tablette qui est un peu plus limité. Ça complète tout à fait. On est d'accord, c'est pas mal. Mais voilà, c'est du matériel qui parfois est là en plus. Et comme je disais, moi j'ai un peu l'impression, mais ça a tendance à changer. Donc les outils sont évidemment de mieux en mieux. Et quand on part sur du Apple, en général, on part sur du matériel de quand même assez bonne qualité. Donc ça s'améliore, mais en général, j'ai l'impression que quand on choisit une tablette et qu'on lui ajoute un clavier, au final, on a un ordinateur portable, on est un peu moins bien quand même. Ça ne remplace pas l'ordinateur portable derrière. Dimitri, j'ai une question de Sharaf ici. Ouais. Donc, il demande si on peut donner une gamme de prix, donc à l'unité des PC et des tablettes pour l'enseignement. Donc, ça dépend toujours de la qualité qu'on veut mettre. Mais c'est vrai que c'est une question qu'on a assez régulièrement. Là, déjà, la réponse, elle n'est pas unique parce que ça va dépendre déjà si vous faites ça dans le cadre d'un marché public via vos réseaux, via le projet École numérique en Wallonie ou bien d'autres projets à Bruxelles qui permettent justement d'avoir accès à du matériel informatique. En règle générale, mais ça dépend évidemment de la gamme, les tablettes pourraient être un rien moins cher. Maintenant, par exemple, quand on va sur des ordinateurs portables Chromebook ou des nouveaux Windows qui sortent aussi, on a certains ordinateurs portables qui, au final, font très bien le travail à 150, 250 €. Donc, ce n'est pas non plus des prix qui sont exorbitants. Et au niveau de la tablette, j'ai un peu moins de gamme de prix, vu que nous, on travaille beaucoup avec des ordinateurs portables. Mais pour vous donner une idée, nous, en général, dans les écoles, on vient avec des ordinateurs portables aux alentours de 200 € par ordinateur. Mais voilà, ça dépend évidemment du matériel qu'on veut. Ok. Parfait. Et alors, il y a juste aussi Philippe qui me dit qu'il est là aussi, donc tu fais appel quand tu le sens, en fonction de ta présentation, mais tu me préviens. Super. Et je le mets donc en intervenant, donc un intervenant supplémentaire qui va pouvoir plus parler de son expérience du secondaire, mais je pense que ça sera tout aussi intéressante. Voilà, je te laisse. Mais à la rigueur, je te propose de l'intégrer maintenant pour justement rebondir un peu avec lui sur les avantages, désavantages ordinateur et… Oui. Je vais répondre peut-être oralement à une autre question. On me demandait si on pouvait avoir après la présentation en replay ici de ce webinaire. Donc, il sera disponible sur Facebook parce que tous les lives sont disponibles en replay après sur Facebook. Et si jamais vous n'êtes pas sur Facebook, vous pouvez nous envoyer un message et là, on peut vous renvoyer voilà, le webinaire aussi. OK. Voilà, je vais donc inviter Philippe à nous rejoindre. Voilà, peut-être quelques minutes. Et là aussi, il faut activer le micro. Vous pouvez aller chaque fois en… Voilà. Ah, parfait. Et la caméra. Super. Bonjour, voilà. Philippe qui est de l'autre côté du monde. Voilà. Parfait. Peut-être tu peux te présenter alors, Philippe, comme ça. Ça va, vous m'entendez? Oui. Ok, parfait. Donc, j'ai 2-3 casquettes. La première, c'est que je suis enseignant en secondaire en informatique. Donc, j'ai un ESS Info. Et dans ce cadre, en quatrième principalement, j'ai un cours d'option informatique dans lequel je fais du code. Donc, ça, je pense que c'est intéressant. J'ai choisi de travailler en Scratch également, avec comme objectif de fin d'année. Je pense que c'est vraiment intéressant aussi, le développement d'un jeu vidéo. Ça motive énormément les jeunes et ça les forme évidemment. Avant de lancer tout ça, évidemment, je fais de l'algorithmique. Ça, c'est plus compliqué pour les primaires, mais je fais des bases algorithmiques. Je suis également, j'exerce la fonction de responsable informatique ou de personne ressource informatique, comme on dit dans nos écoles. Donc, j'ai mis en place l'ensemble de l'infrastructure de l'école. Donc, je suis enseignant à Gosselies, l'Institut de la Providence. GPH, c'est une école de 1400 élèves. Une belle école avec un environnement assez intéressant. Et dernier point, je suis trésorier d'un pouvoir organisateur d'écoles primaires, de 2 écoles primaires d'environ 600 élèves à Mont-sur-Marchienne.
Et donc, évidemment, c'est aussi intéressant de voir le côté financier. On peut en parler, mais on peut rêver de plein de choses, mais après, il faut voir ce qu'on peut faire. Voilà. Okay. Donc, quand même une expérience du milieu primaire. Oui. Dimitri, je ne sais pas, est-ce que si on interagit un petit peu, tu veux encore laisser ton écran pour terminer ce que tu étais en train de faire, ou est-ce qu'on enlève le partage d'écran? Voilà. C'est juste que je ne sais pas mettre tout le monde si on est en… Non, tout à fait. Mais je te propose peut-être de finir la petite présentation, comme ça après on peut vraiment partir sur le ping-pong. Et je voulais inviter Philippe de maintenant, comme ça il peut rebondir sur les usages. Ok, au cas où lui voit d'autres usages. Ça va. Alors peut-être juste ici une question avant de terminer ça. Donc, quelqu'un qui demande pour les ordinateurs bon marché, qu'en est-il de la mémoire et des performances requises? Donc voilà, voir si tu veux terminer ce tableau-ci ou déjà répondre à cette question ou y répondre juste après. Donc la question de si on prend du bon marché, est-ce que ça va pas ramer ou, enfin, voilà. Mais du coup, nous, sur les modèles Chromebook, maintenant le but n'est pas de faire une pub spécifique pour l'un ou l'autre outil. Les Chromebooks ont l'avantage d'être vraiment designés simplement pour de la bureautique. Donc, ce n'est pas spécialement des outils qui sont faits pour installer 15 000 applications logicielles dessus. Mais du coup, si c'est pour aller sur le web et simplement faire du traitement de texte ou des choses comme ça, la performance, au final, est très bonne. Parce que justement, ils ont fait un choix au niveau du système d'exploitation de s'orienter principalement sur l'usage bureautique. Et donc, à ce niveau-là, pour des ordis, comme dit, à 200, 250 €, on a quand même du matériel qui est extrêmement rapide et je pense plutôt durable. Je n'ai pas encore eu l'occasion de tester les ordinateurs bon marché de Windows, qui proposent aussi maintenant des ordinateurs moins chers. Maintenant, il y a aussi des pistes au niveau du matériel reconditionné. Donc ça, c'est des ordinateurs qui ont déjà des fois et qui sont en fait remis, qui ont une seconde jeunesse en fait, tout simplement parce qu'on leur remet des pièces fraîches ou qu'on répare les pièces pour certaines pièces qui sont un peu plus défaillantes. Donc voilà, ça c'est deux pistes, je dirais, pour le matériel bon marché. Au niveau des tablettes, par contre, j'ai un peu moins d'expérience à ce niveau-là, au niveau du matériel bon marché. Je ne sais pas si, Philippe, tu as peut-être, toi, un complément? Au niveau des prix, mais pas spécialement. Maintenant, plus largement, je pense que ce qui est très important avant d'investir dans le matériel, et tu reviendras sans doute, c'est ce qu'on va en faire. Il est clair que si on veut utiliser quelques applications spécifiques qui sont sur un store, on peut très bien se débrouiller avec un certain nombre de choses. Si on veut absolument former les gens à utiliser le traitement de texte, on peut aller soit vers du LibreOffice, soit vers du Windows. Il faut à ce moment-là peut-être plus de ressources. Est-ce qu'il faut un clavier? Est-ce qu'il n'en faut pas en fonction des applications? Donc je pense aussi que c'est vraiment important de d'abord savoir ce qu'on va en faire avant de choisir son matos. Ça me semble vraiment important. Tout à fait. Et donc, c'est intéressant de parler des prix, évidemment, je ne vais pas dire le contraire, mais c'est très difficile de pouvoir sizer ou donner, mettre en avant un matériel plutôt qu'un autre si on ne sait pas ce qu'on veut en faire. Voilà, on est bien d'accord là-dessus. Parfait. Terminons là peut-être nos avantages, désavantages des ordinateurs. Voilà, donc au niveau des avantages, on avait, je pense qu'on était arrivé au bout. Donc, il y a plus d'avantages que de désavantages. Il y a plus d'avantages que de désavantages, effectivement. Pas selon ce qui est mis sur la diapo. Je reconclurai ça un peu à la fin de la présentation, donc vous aurez un peu une vision synthétique. Mais ici, justement, je voulais vous introduire le modèle SAMR que je ne vous ai pas vraiment présenté au début et qui donne, tout comme l'ASPID donnait des paliers pour le professeur, mais ici, il va donner des paliers pour l'usage pédagogique qu'on va faire du matériel numérique. Donc, le premier palier, ça va être, comme dit, la substitution. On va remplacer l'outil numérique on va remplacer son usage précédent par un usage avec l'outil numérique, mais sans révolutionner ce qu'on fait. Ensuite, augmentation, là, on va faire un peu mieux. Ça va permettre de faire l'une ou l'autre chose, mais ça ne transforme pas complètement ce qu'on voulait faire. Palier suivant, on part sur de la modification. Donc là, on a carrément pu changer la tâche qu'on voulait faire et on a du coup pu améliorer, évidemment, parce que le but n'est pas de changer en négatif. Et la dernière phase, c'est la redéfinition. Donc là, on fait carrément quelque chose de nouveau qui était impossible à imaginer sans l'outil numérique.
Et ça, je pense que quand vous voulez intégrer des pratiques, c'est intéressant justement d'avoir cette vision par palier, comme je disais, d'essayer de voir, OK, dans un premier temps, je vais essayer de substituer ce que je faisais. Et puis l'étape d'après, je vais essayer de voir, mais OK, l'outil numérique, qu'est-ce qui me permet de faire mieux? Et puis une fois que j'ai fait mieux, est-ce que je ne peux pas, du coup, grâce au numérique, voir la chose un peu différemment? Et puis à la fin, quand vous êtes à l'aise, mais ça peut prendre un petit peu de temps, mais là, on va dire, l'éventail des possibilités est très large. Mais voilà, donc ce modèle-là, il est vraiment orienté sur les niveaux d'efficacité pédagogique de l'outil. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous proposer des exemples concrets pour 4 thématiques qui sont en général abordées en classe. Les sujets que j'ai choisis, donc c'est la rédaction, la recherche. Donc la recherche, on va dire en règle générale, que ce soit du coup sans outils, c'est plutôt dans des livres ou dans des documents. Avec des outils, ça va être sur des PDF ou tout simplement en ligne. La présentation, donc pour faire présenter les élèves, et alors distribuer du contenu vers les élèves. Je ne vais pas trop m'attarder sur la phase de substitution, parce qu'évidemment, là, c'est juste remplacer des usages assez classiques, mais ça peut par exemple être pour une classe secondaire, plutôt prendre note à l'aide de son ordinateur plutôt que prendre note avec son cahier. Il n'y a pas il n'y a rien, on va dire, qui est particulier et qui est permis grâce au numérique, outre que, comme je dis, c'est une compétence intéressante quand même de savoir utiliser le matériel numérique en soi. Ouais, parce que des échos que j'ai eu d'enseignants, c'est que pour le moment, ici avec le Covid, il y a eu du coup plus de communications qui sont faites et que les jeunes sont très habitués avec leur téléphone et pas du tout avec un ordinateur. Et donc, quand il s'agit d'écrire un document Word ou simplement envoyer un mail, c'est pas évident. Et donc, c'est des choses à apprendre tout à fait. Enfin, Tout à fait. j'imagine que tous les enseignants s'en sont rendus compte aussi, mais voilà. Tout à fait. Et alors, sur la droite, vous voyez, c'est assez subjectif, donc voilà, c'est un peu notre avis à nous, mais vous voyez quel outil, nous, on juge le plus intéressant pour telle tâche. Voilà, donc c'est quelque chose qui peut être remis en cause, évidemment, mais c'était un peu notre vision du truc. Mais comme dit, je ne vais pas m'attarder sur la substitution, parce que ça ne va pas vous apprendre grand-chose de nouveau. Vous aurez accès, dans tous les cas, à ça a posteriori, mais on va partir sur l'augmentation. Donc là, on va essayer de faire en un peu mieux ce qu'on pouvait déjà faire sans outils numériques. Alors, quand on parle de rédaction, par exemple, mais l'idée, ça pourrait être de rédiger en utilisant un correcteur orthographique qui, du coup, va nous permettre d'améliorer l'orthographe. Alors là, je vous ai donné un exemple de correcteur, c'est Cordial. Alors, ça peut soit servir pour que on va dire les étudiants ou les élèves se corrigent en direct quand ils prennent note. Et comme ça, grâce à cet outil, ils peuvent voir en fait le type de faute qu'ils ont fait, type de faute grammaticale. Ça peut valoir la peine de leur enseigner tout simplement à être critique envers un correcteur orthographique, parce qu'évidemment, un correcteur orthographique, c'est pas encore, c'est pas un pouvoir divin. Donc parfois, il y a des erreurs qu'ils vont pas voir, ou il y a des erreurs qu'ils vont inventer. Et donc, il y a toute une série de choses qu'on peut déjà faire grâce au correcteur orthographique qui ne sont pas permises. Si on parle d'une recherche, voilà, sur une recherche Internet, on va pouvoir classer des favoris, mettre des marque-pages. Ça va nous permettre de rendre une recherche plus efficace qu'elle ne l'aurait été dans un document papier. Au niveau présentation, évidemment, donc l'équivalent de faire une présentation numérique, ce serait par exemple d'utiliser PowerPoint ou Google Slides. Ici, on va pouvoir faire une présentation où on intègre un contenu multimédia. Donc, par exemple, une vidéo. Ça, c'est quelque chose que les élèves pourront faire et qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Et alors, au niveau de la distribution du contenu, plutôt que de partager des documents avec les élèves qui doivent classer, on peut, par exemple, structurer ça dans un environnement numérique de travail. Que ce soit l'environnement numérique de travail de l'école ou bien un environnement numérique créé pour la classe, que ce soit Classroom, Padlet ou autre. Donc ça, c'est libre, mais ça permet en fait de structurer la manière dont on partage les documents avec les élèves. Et juste, parce que tu parlais de Cordial, donc Marie-Hélène me demande pourquoi, Cordial plutôt que Antidote. Je ne sais pas si tu connais Antidote. Alors, j'ai pas un avis fort sur les distinctions entre les différents outils à ce niveau-ci. Mon objectif était surtout de vous donner une piste déjà d'un outil concret quand je vous parle de ces exemples, que vous puissiez déjà commencer votre recherche. Maintenant, je pense que notamment si tu as su bien travailler avec Antidote, je pense que c'est un très bon logiciel aussi, Antidote. Cordial, je l'ai choisi parce qu'il explique justement les erreurs aux élèves
Donc, ce n'est pas simplement « je sais que j'ai fait une erreur, donc je dois la trouver ». Il va grammaticalement expliquer quelle erreur on a pu faire, mais je pense que c'est disponible sur d'autres outils aussi. Donc voilà, là, c'était une phase d'augmentation. Donc, c'est une deuxième étape qu'on peut avoir quand on intègre du numérique. Vous voyez qu'ici, par exemple, évidemment, l'ordinateur portable est ressorti plus souvent. Maintenant, on va voir ce qu'il en ressort. Surtout pour la rédaction, comme je te disais, pour la présentation, ça me semble plus facile à faire sur ordinateur portable, de créer une présentation ou un document que sur tablette. Dites-moi si vous m'entendez mal. Parce que j'ai parfois le… A priori, c'est bon. Très bien. Alors maintenant, troisième phase du modèle. Donc là, on va modifier la tâche. Donc là, ça va permettre de reconfigurer en fait la tâche qu'on voulait faire au départ. Si on prend la rédaction, par exemple, on va travailler quelque chose qui n'est pas spécialement facile, pas impossible, hein, mais pas spécialement facile à travailler sans le numérique, c'est travailler l'écriture collaborative. Donc là, on va faire en sorte que plusieurs élèves puissent en même temps partager à la rédaction d'un contenu. Pour ça, par exemple, moi, je le vois très bien dans mon exercice professionnel. On travaille constamment ensemble sur des documents, et ça commençait d'ailleurs à l'UNIF. Et c'est quelque chose qui est super intéressant de travailler, parce que ce n'est pas du tout la même démarche de construire un document seul ou de le construire en collaboration avec d'autres étudiants. Et ça, évidemment, c'est intéressant. Je vous ai mis plusieurs exemples de nouveau ici. Ce n'est pas les seuls, mais c'est en général des solutions gratuites. Ouais, ça évite aussi, je pense peut-être plus au milieu du travail en général, mais d'avoir une version, puis une relecture, puis un check, il y a des ping-pong de mails et de trucs, ça va quand même beaucoup plus vite. Et c'est vrai qu'avec des élèves, même primaires, je pense qu'on peut déjà vraiment penser à ça. Ça travaille aussi la collaboration et ça les force à se mettre d'accord sur la manière dont ils vont écrire un document. Et je pense que c'est super intéressant au niveau pédagogique. Au niveau de la recherche, ici, on va pouvoir utiliser, de nouveau, c'est des outils du même type, mais des applications pour structurer, commenter et annoter sa recherche. Donc, par exemple, on ne va pas simplement faire une recherche et mettre ça dans des marque-pages, mais on va intégrer ça, par exemple, à un Google Doc où on va commenter des liens pour savoir pourquoi ils nous étaient utiles. Et du coup, on va rendre une recherche beaucoup plus efficace qu'elle aurait pu l'être sans un outil numérique. Au niveau de la présentation, là, il y a quelques outils qui sont intéressants en fait, parce qu'ils donnent une dynamique en plus. Au niveau des présentations, c'est des présentations dynamiques. Donc, je ne sais pas si vous connaissez tous Genially, mais c'est par exemple quelque chose qui permet de faire des présentations ou même simplement des documents où on va pouvoir interagir en fait à l'aide de petits boutons avec le document. Et donc, ce n'est pas simplement un document qu'on va parcourir, mais c'est vraiment un document interactif qui est sympa. Et c'est très sympa de faire créer ça aussi avec les élèves. Et enfin, pour distribuer le contenu, de la même manière qu'on pouvait travailler sur un document de manière collaborative, on peut utiliser ici un outil collaboratif pour permettre aux étudiants de partager du contenu également, les uns avec les autres, d'échanger, de répondre à des questions posées par le prof tous ensemble, et du coup de collaborer à grande échelle. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui nous semblait sympa aussi. Et Padlet en est un excellent exemple. Et je pense que cette phase de confinement a pu montrer aussi certains nouveaux outils aux instituteurs et aux enseignants qui sont assez intéressants à ce titre-là. Dimitri, j'ai une question de Christelle, si je peux. Oui. Donc, Christelle demande s'il existe une application pour gérer un groupe de tablettes à partir d'une tablette administrateur. C'est une application qui permet de gérer un groupe de tablettes. Mais déjà, ça dépend du système d'exploitation. Alors moi, je n'ai pas, comme dit, une expérience là-dedans, et je pense que Philippe pourra probablement mieux répondre que moi. Oui, ça existe. J'ai plus de noms comme ça en tête. Sur iPad, très facilement. Ça existe aussi sur Android, sur tablette Google. Donc effectivement, on a des malles comme ça de petites tablettes, par exemple. On peut mettre 12 ou 24 tablettes dans une malle, ça cherche tout seul. Et il y a un PC qui permet de reconfigurer toutes les tablettes, de réinitialiser les tablettes. Donc oui, il existe ce genre d'application. Mais je ne saurais pas donner un nom comme ça, j'en ai plus en tête. Et sur les ordinateurs, il y a ce genre de choses aussi, parce que c'est typique de tablette. Tout à fait. Mais ça va dépendre. Parfois, il y aura des outils qui sont sur le cloud. Google, par exemple, travaille sur le cloud, et donc toutes les données en fait sont accessibles
sur le cloud et permettre à un administrateur de les supprimer et de les modifier facilement. Oui, il n'y a pas que les données, hein, il y a aussi les applications. Donc ça, c'est quand même important. Donc chaque enseignant un institut voudrait peut-être installer telle application, un autre va vouloir installer une autre application. Et donc le responsable informatique, il va devoir passer son temps à aller sur toutes les tablettes, installer toutes les applications. C'est évidemment un boulot énorme. Mais ça existe. Et sur les PC, bon, ben là, je peux en parler puisque bon, moi, je gère près de 200 PC. On travaille avec des images. Donc à ce moment-là, on a une image maître, c'est un peu comme une photocopie, hein, si on veut imaginer. Et une fois que l'image est fabriquée, mais on peut la déployer assez facilement en une bonne heure, par exemple. On refait complètement une classe, par exemple, mais c'est surtout l'ordinateur qui travaille, hein, c'est pas nous. Donc c'est une heure, mais même si c'est 1h30, ça change rien. Donc tout ce genre de choses existe et est vraiment très, très, très important parce que sinon, on va passer un temps de fou à reconfigurer ces machines, à effacer les fichiers, les données. Tout à fait, c'est une question vraiment importante. Ouais. Et pour traduire un peu ce que tu as dit quand tu parles d'image, donc c'est bien de partir de l'image d'un ordinateur et de le copier sur chacun des autres ordinateurs, c'est ça? Oui, exactement. Tout à fait. Okay. Il y a des ressources ou des endroits où les gens peuvent aller voir pour trouver un petit peu comment faire ce genre de choses? Est-ce qu'il faut être… il faut être oui, un peu il faut calé, être un peu branché quand même, effectivement. Hein. Par exemple, il y a différentes solutions d'image aussi. Hein. En fonction du Microsoft a une solution. Il y a des solutions, il y a plein de freeware développés par des universités qu'on peut trouver, qu'on peut installer. Je pense à Oscar ou d'autres encore. Donc il y a vraiment plein de solutions, mais souvent c'est développé en Linux. Et donc, il faut quand même s'y connaître un peu. C'est pas simple d'utilisation. Mais là, si je peux revenir sur ce avec quoi moi j'ai un peu d'expérience, avec Google justement, mais là, l'administrateur va pouvoir gérer en ligne toutes les applications qui sont disponibles sur chacun des appareils. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'étudiant, par exemple, qui aura son compte Google, va pouvoir accéder à ces applications, qu'à ces données sur l'ordinateur de l'école, ou bien en se connectant sur son compte Google depuis chez lui aussi. Donc ça, vu que les données sont à ce moment-là pas situées sur l'ordinateur, mais situées sur le cloud ou sur le… Et si on change d'appareil Android et qu'on utilise le même compte utilisateur Gmail, il retrouve les applications qu'on avait installées et il les réinstalle tout seul. Voilà. C'est des choses simples. Ça peut être une option un peu moins libre, mais peut-être plus simple à mettre en place. Parfait. Ok. Voilà, bah oui, c'était ça. Donc, quelqu'un qui va aussi poser la question, est-ce qu'il faut un informaticien pour faire cela? Mais voilà, je pense qu'on a un petit peu répondu à cette question. Et alors, Marie-Hélène qui nous propose aussi, nous dit en tout cas, on peut travailler avec un drive. Ouais. Donc, voilà. Ouais, ça, c'est peut-être moins pour les programmes, plus pour les documents, ou est-ce qu'avec un… Tout à fait. Mais oui, peut-être une petite remarque, mais c'est quelque chose dont je m'occupe énormément et c'est vraiment très important. Faites attention au RGPD et donc à toutes ces données personnelles qui vont être stockées un peu partout. Les écoles doivent se conformer au RGPD. Donc, chaque école doit avoir son DPO. Vous devez prendre contact éventuellement avec lui ou insister auprès de votre direction pour être en ordre. Mais soyez conscient que tous ces fichiers, tous ces travaux, tout ce qui est là stocké sur un drive n'est pas nécessairement en conformité avec la loi et peut poser des problèmes. Oui, très intéressant ça aussi à préciser. Ouais. Tout à fait. Ça pourrait faire l'objet un jour tout un webinaire, je pense. Je peux vous aider. Je m'occupe de ça dans les écoles. Ça pourrait faire l'objet d'un live dédié aux personnes ressources IT aussi. Hein. Oui, tout à fait. C'est un gros sujet. Mais c'est important déjà parce que ce sujet s'applique à tout le monde. L'institut, l'enseignant doit être conscient qu'il ne peut pas faire n'importe quoi, que les travaux de ses élèves sont des données personnelles, les notes, les bulletins, tout ce qui stocke. Et quand on met ça sur des drives, attention. Il faut simplement savoir qu'on ne peut pas stocker sur des serveurs américains. Et donc avec Google, c'est compliqué. C'est ça. Et la première étape, ce serait peut-être simplement poser la question à la direction, en effet, voir un petit peu la politique de l'école. C'est le pouvoir organisateur même qui est responsable. Ouais. Ok. Très bien. Ben, merci beaucoup pour plus que le complément, le cœur de la réponse, Philippe. Voilà, si on n'a plus de questions, on va passer à la dernière étape du coup des usages. Bon, évidemment, ici, j'ai parlé de 4 sujets, il y en a plein d'autres. Hein. C'était juste pour vous donner des exemples concrets de comment est-ce qu'on peut adapter ce modèle pour certains sujets types.
Alors ici, redéfinition. Donc là, on fait carrément quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire du tout sans le numérique. Alors rédiger, ici, on va créer un document interactif où on intègre justement du contenu multimédia, des hyperliens en collaborant avec d'autres gens, voire même, pourquoi pas, créer une petite page web. Alors ça avec les enfants du primaire, Philippe va nous dire que ça doit être très compliqué. Nous, je suis sûr qu'on pourra peut-être y arriver. Mais avec des élèves du secondaire, c'est quelque chose qui peut tout à fait être envisageable, je pense, de créer des petites pages web et du coup aussi de pouvoir rédiger différemment de ce qu'on a l'habitude de faire. Au niveau des recherches, voilà, on peut imaginer créer des cartes mentales pour justement structurer sa recherche. Je sais que c'est quelque chose qui est travaillé en dehors du numérique, mais ici, on peut le faire d'une manière différente tout de suite en ayant tous ces onglets qui soient déjà triés dans notre carte mentale. Au niveau de la présentation, là, j'en ai mis deux parce que je pense qu'il y a deux choses qui sont très intéressantes et qui sont réalisables grâce au numérique. C'est évidemment partager les choses via des capsules vidéo. On le voit très bien en cette période. L'information passe mieux en général en vidéo qu'elle peut le passer via un document. Et donc, je pense que c'est vraiment une compétence importante pour les élèves de demain, d'être capable de s'exprimer facilement et de pouvoir partager justement des choses via ce média-là. Et alors de rendre des présentations un peu interactives aussi, que ce soit via WooClap, qui permet de faire participer les gens qui ont un smartphone. Bon, ici, pour les élèves du primaire, ils ont un smartphone dans leur classe, donc c'est évidemment pas ça qu'on va utiliser. Et pour les secondaires, ça dépendra évidemment de la politique de l'école. Mais Plickers, par exemple, si on a une tablette et un autre outil qui peut permettre justement d'intégrer ça. Et alors, au niveau de la distribution de contenu, là, c'est quelque chose que j'estime très intéressant aussi, c'est de créer une bibliothèque de connaissances partagées sur un wiki. Alors justement, si les gens ne savent pas ce qu'est un wiki, mais c'est une bibliothèque de connaissances partagées. Donc le plus connu, c'est Wikipédia, où n'importe qui peut participer mais justement à compléter l'encyclopédie qui est disponible en ligne. Mais il y a une version pour les enfants qui est super intéressante aussi, et faire prendre conscience aux enfants qui peuvent faire partie de la création de cette connaissance partagée en fait. C'est quelque chose d'assez intéressant. Mais on peut aussi créer des petits wikis simplement pour sa classe ou son école et consolider tous ensemble la connaissance de tous les gens qui participent. Oui. Donc, Dimitri, ouais. je voulais revenir sur la présentation parce que c'est quelque chose qui me parle aussi et qui est important de savoir. Il y a une nouvelle approche pédagogique qui est de plus en plus en vogue qu'on appelle la classe inversée. Tout à fait d'accord. Pratiquée en secondaire. Et la classe inversée, évidemment, on va utiliser ces capsules vidéo que les élèves pourront regarder à la maison et le professeur, à ce moment-là, a beaucoup plus de temps en classe pour être plus un coach, en fait, finalement, pour répondre aux questions et être plus proche des élèves, puisqu'ils auront déjà vu ces capsules vidéo par eux-mêmes en pouvant faire stop, start, redémarrer, mieux comprendre. Et donc, ces capsules sont importantes et vont dans le sens des classes inversées. Tout à fait. Et justement, lundi prochain, non, lundi, le 8 juin, on fait un webinaire sur la thématique de faire une vidéo pédagogique. Donc voilà, l'événement n'est pas encore sur Facebook, mais on va le mettre d'ici peu, parce qu'on attendait la confirmation pour l'intervenant, etc. Mais voilà, je confirme, donc si vous êtes intéressé, suivez sur la page ou inscrivez-vous via le lien que j'ai mis au début. Et donc voilà, lundi prochain, on parle de faire une vidéo pédagogique. Et puis là, on a aussi 2 autres lives et des lives qui vont plus concerner la robotique au service des apprentissages. Et ça aussi, les robots, ça peut permettre aussi peut-être de redéfinir de nouvelles tâches qu'on ne faisait peut-être pas avant et qu'on peut faire avec des robots. Et d'engager aussi les étudiants dans les apprentissages d'une manière nouvelle. Ouais. En général, quand il y a des petits robots en classe, les enfants sont hyper attentifs et hyper contents. Ouais, ludique. Ça, c'est ludique. Et je peux que rebondir sur ce que tu disais, Philippe, au niveau de la classe inversée, qui à certains égards est super intéressant pour pouvoir profiter en fait du temps avec les élèves pour faire vraiment les choses les plus intéressantes et partager en fait ces savoirs via justement ces petites capsules qui parfois passent très bien aussi pour les étudiants. Super. Donc ça clôture un peu la vision SAMR des différents outils. Alors, je n'ai pas trop voulu insister de nouveau sur quel outil est le mieux pour telle ou telle tâche, parce que vous avez pu le voir par vous-même et vous aurez accès à ça. Maintenant, globalement, je pense que nous, il se dessine qu'on pense que l'ordinateur portable a un meilleur outil au niveau pédagogique, surtout parce que ça nous met dans une posture plus créatrice et plus active
de nos apprentissages que la tablette. Maintenant, c'est des choses qui peuvent être utilisées de pair. Et comme dit, il y a peut-être des solutions avec des tablettes qui ont des claviers qui sont tout à fait de bonne qualité aussi. Donc ici, vous avez la petite conclusion de nos slides. Donc les tablettes plutôt pour profiter des contenus intéressants d'une manière ludique, simple et ergonomique, mais parfois plus difficile à utiliser pour créer. Et alors l'ordinateur portable qui est un meilleur outil de travail, mais qui est peut-être un peu plus compliqué à aborder au début pour les enseignants. Et c'est là où c'est important de se souvenir du début de la présentation et du fait qu'il y a différentes étapes et différents paliers pour ça. Et que c'est ni anormal, ni spécialement catastrophique, mais que c'est juste un passage obligé pour améliorer les apprentissages. Et je voudrais aller un peu plus loin justement pour pousser la réflexion. Donc, dans mon école, on est en train de réfléchir à équiper comme on peut les élèves qui n'ont pas accès à l'IT chez eux. Et personnellement, j'ai envie de mettre les deux à la poubelle. C'est juste pour réflexion, mais c'est important parce que autant l'un que l'autre, après 3 ans, certainement s'il va tomber dans plein de mains, la batterie sera morte. Et ce sera très compliqué à trouver une nouvelle batterie qui coûtera sans doute quasiment aussi cher que d'acheter un nouveau. Et donc, c'est un investissement qui me gêne assez fort. Et je voulais éventuellement amener une autre piste, surtout si le matériel reste à l'école, c'est les mini-ordinateurs ou les NUC qui vont offrir le même genre de service, mais dans le même genre de prix, mais qui n'auront pas ce problème de batterie. C'est quoi des mini-ordinateurs peut-être juste répéter. Les NUC. Voilà. Voilà. J'ai un exemple ici de ce qui peut être un type, on va dire le plus connu des mini-ordinateurs. Donc, c'est un Raspberry. Et c'est effectivement très intéressant que Philippe amène cette idée-là parce que c'est des outils super. C'est vraiment un petit ordinateur qui fait en général la taille, on va dire, d'une petite boîte. Une petite assiette. Une petite assiette, disons ça. C'est très compact, c'est très bon marché. Moi, je trouve ça super pédagogique pour les enfants parce qu'ils voient l'intérieur de la bête. Ils ne voient pas une grosse boîte noire. Ils peuvent du coup être curieux sur, tiens, en fait, c'est composé de quoi un ordinateur. Mais je pense que le contre-coup de ça, c'est que c'est un peu plus difficile à gérer pour des enseignants ou des instituteurs qui ne sont pas habitués, qui n'ont pas de connaissances. Ça fait un peu plus peur de partir. Bon, là, l'outil que je vous ai mis, il est nu. On peut avoir une box autour qui fait que ça ressemble vraiment à un petit ordinateur et pas à une espèce de carte imprimée. Mais ce que je disais, c'est que c'est super intéressant aussi. Et ça coûte souvent moins cher. Mais pour ça, je conseillerais quand même d'avoir quelqu'un qui est prêt à se dire « Ok, je vais mettre ça en place et je vais aider les autres instituteurs ou enseignants à l'utiliser. » Ça, on est d'accord. Moi, je me dis qu'on devrait même penser à terme à des formations pour ce genre d'outils aussi. Enfin bon, il faut voir après. Pour Code and Play, si, voilà, dans notre priorité. T'inquiète, Laura, on y pense. Et c'est déjà souvent venu sur le tapis. Mais nous, on est un peu... Je dirais qu'on est un peu balancé entre le fait qu'on veut montrer en fait à tous les instituteurs que c'est possible d'intégrer le numérique dans ses pratiques. Et surtout, quand on parle de programmation ou d'algorithmique, de se rendre compte que ce n'est pas si compliqué que ça. Donc, on va avoir tendance à vouloir diminuer les barrières à l'entrée. Et je pense que parfois, par exemple, un Raspberry ou un autre NUC peut être une petite barrière à l'entrée. Maintenant, je suis d'accord que c'est des super outils vraiment pour travailler aussi. Et pour rebondir sur ce que disait Philippe, nous, on a un peu cette naïve ambition aussi de se dire, voilà, on va un peu... un mouvement plus Attends, on te capte un peu moins bien. Sont vraiment si plus de raisons aux instances. Pardon. Ouais, répète ta question, ou la dernière phrase que tu venais de dire. Ça, je disais pour rebondir sur ce que Philippe disait, je pense que si on permet en fait à tous les instituteurs et enseignants d'utiliser ces outils et qu'ils commencent à avoir la conviction aussi que ça va les aider, à terme, ça va permettre aussi de créer un mouvement et de peut-être changer la politique de nos instances publiques en se disant, voilà, là, c'est peut-être des outils numériques qui vont vraiment servir à quelque chose plutôt que ce qu'on a pu avoir dans le passé, c'est-à-dire des lourds investissements, même s'ils n'étaient pas assez lourds, j'en conviens, mais qui n'ont pas spécialement toujours été
été couronné de succès. Et donc ça, je pense que nous, on a la naïve ambition de pouvoir aussi amener les professeurs vers une meilleure utilisation et que du coup, à terme, ce ne soit pas spécialement un problème de devoir renouveler tous les 3-5 ans le matériel, parce que évidemment, c'est utopique de se dire qu'on peut tenir 20 ans sur du matériel numérique à l'heure actuelle. Alors, il y a Voilà, encore pour lancer un peu le voilà. débat. Quelqu'un qui demande, je recherche des infos pour un enfant, par exemple dyslexique ou dyspraxique, pardon, qui a besoin d'un ordi pour fonctionner en classe de manière hebdomadaire. Ici, apparemment, vous parlez plutôt comme outil pour tous les enfants, en parlant du Raspberry, ou je me trompe? Alors, bon, le Raspberry ici, je ne saurais pas dire s'il y a une utilisation particulière à faire pour des enfants dyslexiques. C'est vrai que la présentation, et c'est un gros bémol de ma part, j'ai oublié de parler de l'aspect inclusif, que les outils numériques permettent justement de favoriser l'inclusion et de favoriser la différenciation, en fait, tout simplement. Voilà, on ne travaille pas encore beaucoup avec des écoles qui ont des élèves dyslexiques, donc moi, je n'ai pas une expérience pratique de ça, mais je sais qu'il existe énormément de solutions. Et là, je ne sais pas si Philippe, toi, tu as quelque chose? Oui. Dans mon école, on travaille avec la suite Office 365. Et dans la suite Office 365, ils ont intégré pas mal d'outils maintenant qui permettent d'aider les enfants 10. Automatiquement, par exemple, le texte peut être lu ou l'enfant peut adapter la police de caractère, l'espace entre ses lignes et ce genre de choses dans les documents que le professeur fournit. Donc, il y a certainement une piste à creuser de ce côté-là et il y a des outils qui sont bien faits. Tout à fait. Voilà, peut-être dyspraxique aussi, si la question est aussi de l'ordre peut-être de la prise en main ou des choses comme ça. Et alors, je vois qu'il y a Olivier qui lève la main. Donc, je vais permettre à Olivier de parler, voir si du coup c'est une question. Oui, j'avais une question pour Philippe. Ah, voilà. Donc, Office 365, donc moi j'utilise. Donc moi j'ai mon fils qui est multidis. Donc je l'utilise, il est en primaire, il est en 6e primaire. Donc l'année prochaine, on rentre bien entendu en humanité. Donc ça va changer pas mal de choses. Ma question c'est de savoir, parce qu'en fait, nous, comment je vais dire, on a vraiment difficile à choisir entre un PC et un iPad. La logopède part du principe, l'iPad c'est mieux. Je suis allé au salon 10 l'année dernière à Verviers. Ben là, on a tendance aussi à vous dire ben l'iPad, c'est ce qu'il y a de plus facile pour l'enfant. Apple a développé des applications extraordinaires. Un PC, c'est compliqué. S'il oublie de sauvegarder, il perd. À côté de ça, on a par exemple Astuce 10 qui est suivi qui est créé par une dame extraordinaire qui, elle, par le principe PC portable, c'est le top. On travaille avec OneNote. Et donc, moi, j'avais une question. Est-ce que Office 365, est-ce qu'il existe sur iPad avec, on va dire, éventuellement les mêmes fonctionnalités que sur PC? Alors, Office 365 est disponible sur Apple à tout cas, sur iPad, je pense. Personnellement, Ouais, moi j'utilise OneNote et différents. Enfin, voilà, sur mon iPad, j'utilise Office. Alors, est-ce que les outils 10 ont été portés sur la version iPad? Je ne sais pas. Ça, il faudrait se renseigner. Je ne sais pas. Il faut voir vraiment des gens peut-être plus spécialisés. Mais je sais que les outils existent et qu'ils sont pas mal parce que je les ai vus en formation. D'accord. Ah ben, un tout grand merci. Voilà. J'avoue que j'ai pas la réponse, j'ai pas fait attention à ça non plus. En tout cas, il y a Office sur iPad, mais est-ce qu'il y a en effet la suite pour les 10? Ça, je ne sais pas, à vérifier. Ouais. Parfait. Ben, merci pour la question, Olivier. On a une question de Sharaf ici qui demande quel modèle de Raspberry on conseille. Alors, moi, je conseillerais plutôt. Alors, j'ai pas les prix évoluent assez souvent. Donc, moi, je dirais de partir sur le Raspberry Pi 4 avec 4 Go de RAM. C'est quelque chose qui permet déjà de faire vraiment la bureautique de base sans aucun souci. Donc, ça vous permet de tourner comme un ordinateur normal, a priori, si vous ne faites pas des tâches trop gourmandes. Alors, je ne sais pas si entre-temps, ils ont sorti quelque chose d'un peu plus puissant, mais il faut se dire que c'est des outils, si je ne me trompe pas, c'est autour de 50 € la pièce. Maintenant, bémol, quand vous investissez dans une Raspberry, il faut investir aussi dans les périphériques pour pouvoir connecter ça, parce qu'évidemment, on a le petit boîtier d'ordinateur, mais on n'a pas l'écran, on n'a pas le clavier ou la souris. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte dans le coût aussi. Je ne sais pas si tu as quelque chose à compléter à ce niveau-là. Mais juste avant, pour continuer, ce que je n'ai pas dit sur le Raspberry aussi, c'est que ça peut être utilisé en tant qu'ordinateur,
Mais ce qui est beau avec ça, c'est que ça peut être utilisé pour plein d'autres choses aussi, en fait. On peut très bien l'intégrer dans un projet robotique aussi. Ça peut servir de petite carte embarquée. Ça peut servir de petit media center pour gérer les différentes applications d'une télé, par exemple. Il y a vraiment plein de choses différentes qui peuvent être faites à l'aide d'un Raspberry. Donc, voilà, je voulais ajouter ça. Mais peut-être un complément, Philippe, au niveau de quel Raspberry choisir? Non, ça pas. Par contre, il faut être un peu geek. Voilà. Tout à fait. On n'a pas la fibre geek, il ne faut pas aller là-dedans. Voilà. Ouais, c'est effectivement une barrière à entrer. Ou bien il faut au moins quelqu'un de geek qui mette ça en place pour toi. Parce qu'après, il y a moyen. Après, c'est comme un ordinateur. On peut tous devenir un peu geek aussi, il ne faut pas avoir peur. Voilà, il y a encore des gens qui lèvent la main. Avant ça, juste donc, 2 personnes qui me parlent de Notably sur iPad et visiblement qui fonctionne pour les enfants qui ont des 10. Et notamment aussi Prismo et GeoGebra. Voilà, donc Notably, Prismo, GeoGebra sur iPad qui pourrait bien fonctionner. Et aussi Lexibar sur ordinateur, sur tablette PhonoWriter. Donc voilà, ce serait peut-être pas mal que je renote un petit peu tout ça et qu'on puisse renvoyer peut-être avec le contenu des webinaires à tous ceux qui ont participé. Voilà, je prends note de toutes les suggestions. Oui, ça me permet d'insister sur ce que je disais tout à l'heure. Hein. Si justement on a besoin d'une application spécifique parce que, par exemple, on a un emploi d'un enfant 10 ou parce qu'on veut faire un jeu ou un programme ou quelque chose et l'application n'existe que sur tablette, ben c'est important. Alors, il faut peut-être plutôt aller vers la tablette. Donc, de nouveau, le choix doit être réfléchi en fonction de ce qu'on veut en faire. Et il y a des applications qui n'existent que sur tablette et il y a des applications qui n'existent que sur PC. Ouais, ici, il y a Lexibar, apparemment sur PC. Je vais juste voir alors qui avait levé la main. Elightbook, que ce n'est pas un prénom, mais voilà, je vais permettre à cette personne de nous poser sa question. Voilà. Normalement, il faut peut-être juste réactiver le micro. Voilà. Là, normalement, le micro est activé, mais on n'entend pas la question. Non, malheureusement, on n'entend pas. Non, on n'entend pas. Donc, Elitebook, Elightbook, je ne sais pas comment. On n'entend pas. Pourtant, le micro semble désactivé. Voilà. Sinon, peut-être remettre ça par écrit. Sinon, j'ai une question de Christelle en attendant. Ah oui, par contre, je vois ici en dessous, juste donc, par écrit qu'il ou elle précise que tout cela semble quand même très complexe pour des primaires. Donc, voilà. Peut-être juste voir si vous voulez dire un petit truc par rapport au fait que c'est complexe peut-être pour les primaires. Et puis alors, on prend la question de Christelle. Et puis après, on terminera, je pense, parce qu'on a déjà dépassé l'heure, mais c'est intéressant. Oui, tout à fait. Bah alors, évidemment, ici, à la fin, on s'est un peu plus attardé sur des aspects techniques pour la gestion aussi de l'école au sens large, pour des grandes écoles et au niveau de l'administration. Maintenant, au niveau de l'utilisation en tant que telle, comme dit, ça paraît compliqué au début parce qu'il faut une petite étape d'adaptation. Et je le disais aussi, c'est important de se former. C'est ça qui a manqué beaucoup dans les précédents investissements dans du matériel. C'est qu'on ne peut pas simplement partir du principe qu'on met du matériel dans les mains de tous les professeurs et tous les élèves et imaginer que ça va justement atteindre tous les objectifs. Et pour ça, ben, j'ai qu'un message à dire, formez-vous et motivez vos collègues à vous former à l'utiliser parce que c'est possible et une fois qu'on a commencé dedans, c'est pas si compliqué que ça. Et pour les jeunes eux-mêmes, c'est pas parce qu'on utilise un Raspberry Pi que pour des primaires, c'est pas accessible. A priori, toi, si la question est plus du point de vue des enfants. Tout à fait. Ah non, Et alors, Iman, peut-être lis-nous la question de Christelle. Oui. Et après, j'ai un petit commentaire de Christophe en plus. Alors, pour Christelle, donc Christelle a entendu parler des tablettes Kindle Fire qui offraient un super rapport qualité-prix. Est-ce que Dim, Laura ou Philippe, vous avez un avis dessus? Est-ce que vous connaissez ce type de tablette? Je ne connais pas. Non, moi, j'ai déjà entendu, mais je n'ai pas un avis fort sur la question, donc je préfère m'abstenir. D'accord. Je lis ici aussi. Mais en règle générale, moi, et c'est peut-être, enfin voilà, c'est un avis, je réfléchis un peu à haute voix.
j'aurais tendance à m'orienter plutôt vers des solutions qui vont être durables et qui vont vraiment permettre à votre école, une fois que vous avez fait un choix, de rester dessus encore dans 5-10 ans, plutôt que parfois des plus petits outils qui ponctuellement répondent à votre besoin, mais qui peut-être dans 3 ans, par rapport à un usage différent, seront un peu obsolètes. Voilà, je n'ai pas un avis si ça correspond à ce que la Kindle Box peut être, mais ça, c'est une tendance que j'aurais à vous conseiller. Ok, je vois. Donc, Christelle qui demande pour que je renote les applications pour les 10. Donc, voilà, je vais les noter quand même déjà maintenant, comme ça vous pouvez copier, coller. Donc, dans la conversation Zoom et dans la conversation Facebook. Je fais ça déjà maintenant. Pour savoir s'il y a peut-être éventuellement une dernière question que je pense qu'on peut… Un petit commentaire de Christophe. Il a testé il y a quelque temps une appli qui permettait de faire tourner son PC comme une tablette. Alors, il n'est plus sûr du nom, il pense que c'est quelque chose comme BlueStacks. Est-ce que ça parle à quelqu'un ou est-ce que ça peut intéresser quelqu'un ou pas? Oui, donc sur un ordinateur, on peut émuler d'autres systèmes d'exploitation. Donc sur un Windows, on peut faire tourner une machine virtuelle Linux, comme on peut faire tourner une machine virtuelle Android. Et effectivement, c'est un émulateur. Donc c'est imaginable, mais on va de nouveau tomber un peu dans le geek. Il faut installer une machine virtuelle sur son PC et c'est pas à la portée de n'importe qui non plus. Mais donc c'est une piste. En tout cas, oui, ça fonctionne. Ouais. Après, de nouveau, sauf évolution que je ne connais pas, en général, quand on va utiliser un outil pour une utilisation qui n'est pas son utilisation de départ, on ne va pas obtenir le même rendu non plus que ce qu'on voulait faire au départ. Donc je ne suis pas sûr qu'on aura l'expérience tablette telle qu'on peut l'avoir avec une vraie tablette, évidemment. Parfait. Ok, on a dépassé l'heure, donc voilà, je pense qu'on peut clôturer ici. Mais merci beaucoup à tous et toutes pour vos questions. Et donc le lien est toujours en commentaire. Je vais te le remettre aussi, parce que sur Zoom, je pense que je ne l'ai pas épinglé, donc peut-être. Mais pour recevoir plus d'infos sur notre formation, et donc on fait là jusqu'à fin du mois plein de formations gratuites d'ailleurs sur Scratch. Donc, comment apprendre à programmer avec Scratch. Et donc, c'est très intéressant. Les enfants peuvent créer des histoires, peuvent faire des petits jeux, des jeux vidéo. Donc, en général, ils aiment beaucoup. Et c'est assez, voilà, il faut un petit peu de temps pour prendre ça en main, mais c'est quand même relativement intuitif. Donc, inscrivez-vous, n'hésitez pas. Et alors, nos prochains lives aussi. Donc, lundi prochain, on fait un live sur comment faire une vidéo pédagogique avec peu de moyens. Et donc là, je présenterai avec un ami qui travaille dans une société où ils font des vidéos. Donc lui, il est vraiment professionnel, mais il travaille beaucoup avec des enfants et des projets d'éducation. Donc voilà. Et ensuite, nous avons 2 formations sur la robotique au service des apprentissages. Donc là aussi, avec des robots, on peut faire énormément de choses. Voilà, je ne sais pas si les intervenants veulent encore dire un petit mot pour dire au revoir. Merci de votre écoute et bonne fin de journée. Voilà, merci à tout le monde et merci à Philippe d'avoir participé. C'était super intéressant d'avoir tes retours aussi. Et voilà, j'espère que ça vous a plu à tous et à très vite pour d'autres lives ou d'autres formations. Voilà, et je viens de remettre le nom des applications en commentaire qui ont été citées ici. Voilà, merci tout le monde. Super. Bonne fin de journée. À très bientôt. Et à très bientôt pour plus de numérique, mais pour en faire des citoyens responsables. Voilà. Exactement. Au revoir tout le monde. Merci Philippe. Merci Dimitri. Ciao, ciao. Là, et ici, hop, je pense que je vais couper simplement et que ça coupera. Peut-être qu'on pourrait continuer à discuter entre nous, mais je pense que… On peut faire un débrief sur un truc à part. Voilà, Philippe, tu invites à nous rejoindre si tu veux. Voilà, je coupe cette réunion-ci en tout cas. Super.